Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a plusieurs, monsieur. Ah oui, il y a aussi un monsieur de la Retourne, vous n'êtes qu'un pâté de quai. Je vous retourne le compliment. Ça, c'est des mots que vous mettez. Voilà. On a plaqué donc des dialogues sur cette carte. Et voilà, et j'ai fait attention que, puisqu'on ne voit pas les personnages, qu'on comprenne en fait qui parle à chaque fois. Voilà, alors pour illustrer le pittoresque de la presqu'île, là vous avez Côte sauvage battue par les vents, ça c'est pas mal. Rocher pittoresque et sa colonie de bigorneaux pittoresques. Vous avez aussi Menhir fouetté par les embruns. Donc, vous êtes amusé un peu à caricaturer la vision des Parisiens de la province. Une crêperie normande quelque part. Oui, il y a même une crêperie normande, ouais. Et puis il y a un bâton en papier aussi. En papier, ouais. Non, mais ça, église au clocher à l'allure pittoresque. Donc, vous embarquez nos gens là-bas, et puis l'énigme va avancer. Alors là, moi j'ai trouvé que c'était, le premier était un scénario d'aventure un peu classique, celui-là, je trouvais des petits relents d'Agatha Christie un peu là-dedans. Ah, complètement. Le premier, on était vraiment dans le roman, on était plus chez Eugène Sue peut-être. Ouais, on est vraiment chez Agatha Christie. Parce que ça va se finir dans une maison, dans un huis clos. Et... Voilà. Dans le tome 4, on a une grosse référence au fou du volant, puisque là, voilà, l'idée du rallye entre Paris et Berlin, là on le fera. On va travailler dessus. Et puis Arsène Lupin, avec un personnage qui s'appelle Arsène Lapin. Ah, là. Un gentleman bondisseur. C'est intéressant, ça, un gentleman bondisseur, ouais. Et voilà. Donc voilà, puis on va découvrir tout ça. Bon, alors, moi aussi. Le tome 3, voilà, c'est plus des références à Fantomas. Alors, il faut aussi, le méchant, c'est une menthe religieuse. D'où vient cette idée, cette peur? Il y en a déjà eu dans les super-héros, des menthes religieuses, des insectes, oui, parce qu'on a trouvé des mouches, on a trouvé des choses, mais des menthes religieuses, non, c'est trouvé ça? Non, pas à ma connaissance. Notre personnage, il est né sous le trait d'Arnaud. C'est ce que je montrais tout à l'heure. En fait, il faisait partie des personnages qu'il a dessinés au tout départ sans avoir aucune indication de ma part. Voilà, je l'ai sous la main. Pas du tout pourquoi j'ai dessiné ça. Une menthe religieuse, ouais, qui a une pince coupante, ça. Personnage intéressant, ouais. Donc, voilà, ça va se finir en huis clos en Belle-Île-en-Mer, pour vous êtes fait un plaisir de faire ça. Alors, l'album suivant, on revient à Paris, avec une histoire qui s'appelle Les Spectaculaires près de l'eau, qui est située pendant la crue de 1910. Moi, que je trouve que d'avoir... donc là, comme je le disais tout à l'heure, quelques réflexions sur la propreté de Paris qui est enfin nettoyée, le Sanotique. Et puis sur la couverture, on voit nos personnages qui ont beaucoup évolué, ils ont commencé à avoir des costumes, des choses. Il y a un requin, il y a un mec avec un parapluie. Et puis il y a un M rouge derrière. Il y a un M rouge qui fait que c'est la marque du méchant. Oui. On devine, je ne vois pas que ça va être du marsouin. Marsouin, oui, il y a une difficulté à s'appeler marsouin. On lui sait très bien comment il s'appelle, par contre les autres ont du mal à retenir son nom. On l'appelle la morue, il l'appelle... Ça commence toujours par un M, mais c'est jamais... Le mérou, là. Mais c'est jamais flatteur. Voilà. Donc, alors là, vous avez situé cette histoire pendant cette crue qui va vous permettre quand même des extravagances et puis de développer un certain nombre de personnages, en particulier celui du Marsouin, qui lui est tout au moins aussi bien équipé que les spectaculaires en gadgets, ou même c'est encore augmenté pratiquement, quoi. Il y a pas mal de choses qui viennent là-dedans maintenant pour les personnages, quoi. Que ce soit méchants, que ce soit les spectaculaires, leur pouvoir, leur technologie est quand même aboutie, quoi. Oui, parce que là, en fait, le super vilain de cette histoire-là, c'est une espèce d'alter ego du professeur Pipolet. Que lui, il est arrivé, non pas 2 fois 3e, mais 3 fois 2e. C'est ça, juste. Et voilà, et c'était vraiment, ça nous permettait de développer tout un tas d'autres gadgets et d'avoir un super vilain qui était non seulement à la hauteur de nos spectaculaires, mais en fait qui est clairement au-dessus d'eux en termes d'efficacité, notamment d'efficacité de ces gadgets. Et voilà, et puis ça nous permet aussi de bien utiliser ce décor de la crue avec des séquences qui se passent sur l'eau. Ah oui, des séquences qui sont vraiment, je veux dire, pour le faire peut-être répéter, mais très spectaculaires. En tout cas, la scène, là, quand ils vont intercepter les bateaux qui sont où ils tendent un piège aux marsouins, il
il y a tout un tas d'histoires là, qui sont assez remarquables. Mais dans cet album, vous avez quand même enrichi tous les personnages, vous avez pu développer un peu plus, parce que vous commencez à bien les avoir en main. Oui, c'est ça, nos personnages, maintenant, ça fait 3 albums qu'on vit avec eux. Et donc là, on les possède vraiment bien. Déjà, on se connaît depuis un petit moment, Ardo et moi, mais voilà, on a aussi une façon de travailler qui fait que plus on travaille ensemble sur le même projet, et puis plus on est efficace. Et puis ce jeu de ping-pong entre nous, qui était peut-être encore plus prononcé sur le tome 3 que sur les tomes précédents, où l'histoire était plus écrite sur le tome 1 par exemple et sur le tome 2. Là sur le tome 3, l'histoire était un peu moins verrouillée et ça a donné plus d'espace en fait pour ce jeu de ping-pong et rajouter des gags. Et puis les personnages, on les connaît vraiment bien, on les possède vraiment bien et on n'a plus besoin de les présenter, donc on s'amuse beaucoup avec et ça laisse plus d'espace pour à la fois l'aventure et puis l'humour. Leurs caractères sont bien définis maintenant, alors qu'au début, nous aussi on les cherche un petit peu, nos personnages. C'était plus flottant. Hein. Voilà, et là maintenant ils sont plus figés dans leur caractère, pas visuellement, mais dans leur caractère, et du coup c'est vrai que tout de suite il y a des choses qui sont plus simples à faire à présent. Mais on s'en rend compte, à la lecture, on s'en rend compte très nettement qu'il y a une maîtrise quand même qui est arrivée. Est-ce que tu as des planches du 3e ou pas? Je ne crois pas. Cette image là, moi je la trouve remarquable. Là, bon, évidemment, il y a des petits jeux de mots, chocolat meunier, bière, il y a des références un peu de l'époque, mais c'est vrai que cette scène là, cette scène sans mauvais jeu de mots, de voir la scène comme ça aussi débordante, moi je trouvais cette image vraiment magnifique, quoi. Je sens que le pari prend une forme de poésie, quoi. Alors après, quand on lit le texte, il y a une espèce de poésie. Hein. Au même moment, sur la scène, ce fleuve majestueux qui, au gré des saisons, se teinte de 1000 couleurs qui vont du verdâtre limoneux au brun brenneux. Voilà. C'est vers merdeux. Voilà. Donc, dans cet album apparaît donc ce méchant alter ego de professeur Pipolet, qui lui va développer tout un tas de technologies pour essayer de... Et comme il est très nettement supérieur, et il y a un personnage qui apparaît qui est quand même important dedans, c'est aussi le préfet Lépine. Dans cet album, parce que c'est lui qui organise, les pièges, qui organise l'enquête, et qui évidemment est un imbécile. Ouais. C'est un grand misogyne, enfin. Ouais, c'est vrai, on s'en rend dans notre histoire. Hein. Ça n'a rien à voir avec le vrai préfet Lépine. On a repris son personnage parce que c'était aussi un personnage important de l'époque, puisque c'était le préfet de la Seine, parce que c'est lui qui avait mis en place les fameuses brigades du Tigre, la brigade fluviale aussi, donc évidemment pour notre histoire qui se passe sur la Seine, ça avait du sens. Et puis parce que c'était l'inventeur du concours Lépine, dont le professeur Pipolet se targue d'avoir gagné, enfin pas avoir gagné justement, d'être arrivé 2 fois 3e, et puis et le Marsois est arrivé 3 fois 2e. Voilà. Donc on verra aussi que la résolution, il y a un rapport avec ce concours. Mais alors, donc là, vous avez fait une histoire qui était plus dans une tradition un peu plus noire quand même comme histoire, hein, parce que... Oui, parce qu'en fait, c'est plus le décor, puisque évidemment, comme c'est pendant la grande crue, le temps, on est au mois de janvier, il pleut tout le temps, et donc on est dans des teintes qui sont plutôt grises, bleutées, verdâtres. Donc il y a un côté un peu moins champêtre que sur le tome 2 par exemple, où il y avait des couleurs qui étaient beaucoup plus chatoyantes. Après, l'histoire en elle-même, on reste vraiment dans l'histoire humoristique, on ne bascule pas dans l'horreur. Non, on reste un peu de noirceur, mais alors ce qu'il y a aussi de remarquable, c'est que il y a tous les dessins des personnages, les dessins du marsouin, et puis alors il y a une mise en scène, une dynamique des planches qui je trouve est quand même assez... Il y a une poursuite en voiture et des choses qui... Ça bouge, ça bouge énormément parce que là aussi, genre... Arnaud a un dessin qui bouge beaucoup en fait, qui permet ce genre de choses. Et on sent que là, tu passes à la vitesse supérieure, je trouve.